Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Il est 9 heures. Nous sommes le vendredi 10 août 2018. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous avons l'euro-dollar qui est passé sous 1,15 ce matin. On a un dollar qui est à un plus haut d'un an. DXY qui a même touché les 96 points, oui, avant l'IPC des États-Unis qui sera attendu cet après-midi à 14h30, attendu inchangé à 2,3% pour l'inflation corps sur un rythme annuel, 2,9 pour l'indice global. Donc ça sera le principal facteur de la journée, même s'il y a beaucoup d'autres rendez-vous. Alors, tout de suite, l'avertissement gaz sur le risque. Le trading avec effet levier invite toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, pourquoi on a l'euro sous 1,15? Eh bien, principalement à cause de la Turquie. Alors, on a le Financial Times ce matin qui a reporté que la BCE serait inquiète de l'exposition de certaines banques de la zone euro envers la Turquie, dont surtout BNP, BBVA et Unicredit qui seraient particulièrement exposés au risque de défaut de paiement et au vu de la chute du lira, pardon, du lira depuis voilà des années, mais ça s'est accentué vraiment depuis quelques semaines. Je ne sais pas si vous suivez la devise, mais c'est des nouveaux plus bas face au dollar, même face à l'euro, presque tous les jours ou en tout cas toutes les semaines. Donc voilà, risque de défaut de paiement, certaines banques qui seraient exposées. Du coup, on a les spreads de la zone euro qui s'écartent, qui fait mécaniquement pression sur l'euro. Voilà. Sinon, on a eu la BCE hier qui a annoncé dans son dernier bulletin économique qu'elle indiquait des risques entourant la croissance mondiale et la confiance en raison de la montée du protectionnisme. Les États-Unis hier ont publié de façon inattendue une baisse des inscriptions au chômage en juillet. Japon, toujours d'un point de vue macroéconomique, cette nuit, on a eu l'économie japonaise qui a progressé plus rapidement que prévu au deuxième trimestre, plus 0,4% contre 0,2% au second trimestre, pas sur un rythme annuel, grâce à la forte reprise des dépenses des ménages et des entreprises. Donc hausse de la consommation. Au niveau de la crise entre l'Arabie Saoudite et le Canada, on a des nouvelles. Alors le ministre saoudien de l'énergie assure le Canada que le différend diplomatique entre Riyad et Ottawa n'affectera pas les ventes de pétrole. Donc a priori il n'y aura pas d'impact sur le pétrole. La Russie qui a promis des mesures de rétorsion aux nouvelles sanctions imposées par les États-Unis. Je vous rappelle que hier, les États-Unis ont annoncé la mise en place de nouvelles sanctions à partir du 24 août en raison du lien qu'il y aurait entre l'empoisonnement à l'agent Novichok au Royaume-Uni et le gouvernement russe. Et la RBA qui cette nuit a déclaré que des facteurs temporaires affectant les prix administrés en Australie comme l'électricité et l'éducation devraient contenir l'inflation. Donc baisse de la UD. Alors pas de son. Alors c'est pas normal s'il n'y a pas de son. Alors test de son. Alors son on me dit. Alors très bizarre. Est-ce que vous avez tout entendu ou c'est bon. Alors si c'est bon. Donc voilà, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont dit pas de son. Oui, voilà, donc depuis le début. Donc voilà, son image, ok. Voilà, parfait. Merci pour vos confirmations. Donc il semblerait que certains des auditeurs ont un problème de son. Voilà, donc principal facteur à retenir ce matin, c'est la livre turque, l'annonce de la part du Financial Times, qui, je rappelle, a reporté que la BCE serait inquiète de l'exposition de certaines banques de la zone euro envers la Turquie, donc surtout BNP, BBVA et Unicredit. BNP, BBVA qui sont les deux plus grandes banques de la zone euro, je vous rappelle, et Unicredit, ce qui n'est pas la plus grande banque, mais c'est quand même une banque majeure. Donc on va voir l'impact sur les marchés dans un petit instant. On va voir dans un petit instant, on passe simplement, vous voyez, aux résultats des marchés hier et ce matin. Les marchés actions dans le rouge.
à part le Nasdaq Composite qui n'est pas ici, mais Nasdaq Composite qui est clôturé pour la 8e séance consécutive dans le vert. Dow Jones en baisse, S&P également. Alors on a toujours les valeurs industrielles qui sous-performent. Le DXY qui est en hausse hier grâce à la baisse, comme je vous l'ai dit, inattendue des inscriptions au chômage dans ce contexte de tension commerciale. Le rendement du 10 ans baisse de 93, il est même encore plus bas ce matin, étant donné que l'aversion au risque veut dire achat du marché obligataire et donc baisse du rendement. Ce matin, on a le yen qui bondit, pareil, étant donné qu'on a de l'aversion pour le risque. Faut savoir que ce matin, on a trois choses qui sont haussières, enfin trois actifs, le yen, le dollar et le prix le marché obligataire, tout simplement, pas les rendements, mais je parle bien du marché obligataire. Le gold qui est sous pression à cause de la remontée du dollar, le Nikkei, le Hang Seng qui sont en baisse, donc vous voyez clairement de l'aversion pour le risque ce matin. Si on exclut le gold qui est corrélé négativement au dollar, Nikkei, Hang Seng dans le rouge. Hier, les marchés américains principalement dans le rouge, les marchés européens ont également été ont clôturé majoritairement dans le rouge hier. Donc voilà, on a plutôt de l'aversion. Au niveau du calendrier économique, 10h30, on aura le PIB prévisionnel pour le deuxième trimestre du Royaume-Uni, attendu à 1,3%. Si c'est 1,3% ou plus, vous savez, ce sera haussier pour la livre. Sinon, ça sera baissier. Je pense que le risque est plutôt baissier, étant donné que le marché, vous voyez, anticipe 1,3%. Ça m'étonnerait qu'on a cherché les 1,4% sur le PIB, la croissance britannique. Donc bah, je pense que le risque est plutôt baissier. En plus de cela, on a le dollar qui est bullish, donc ça fait pression sur toutes les devises. 14h30, nous aurons non seulement des chiffres sur l'emploi au Canada avec le taux de chômage attendu en baisse à 5,9%, et on aura l'inflation américaine, donc ça sera l'annonce majeure de la journée, l'IPC, qui je vous rappelle est publié avant l'indice PCE Core, l'indice PCE Core qui est, on va dire, l'indicateur d'inflation le préféré de la Fed. La BCE utilise l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé, et on a les États-Unis qui utilisent le PCE Core, enfin les États-Unis, la Réserve fédérale, le FOMC qui utilise les données du PCE Core pour faire leurs décisions monétaires. Ouais, donc IPC attendu à 2,9, inchangé, et l'IPC Core inchangé, pareil, à 2,3. Alors donc on va regarder les rendements obligataires. Donc là on a le spread italien-allemand. Italien-allemand qui est en hausse, ce qui fait pression sur l'euro. On va regarder l'espagnol, ES. Le spread Espagne-Allemagne, le spread français-Allemagne. Alors français, il y a eu un problème sur TradingView de cotation a priori. Donc du coup on voit pas. Donc en tout cas le spread italien augmente, celui espagnol augmente, et donc on va essayer quand même de trouver d'avoir le français avec l'Italie, avec l'Allemagne. Donc vous voyez, il y a eu un gros problème de cotation, donc automatique. Voilà, on peut pas revenir avant, mais vous voyez que depuis finalement début août, si on devait superposer avec l'Espagne ou même l'italien, depuis début août, c'est en hausse. Le spread est en hausse, donc on a les spreads obligataires finalement qui divergent, enfin les rendements obligataires qui divergent en zone euro, et ce qui fait pression, en fait, c'est un signe, c'est un indicateur pour la tendance de l'euro-dollar. Si on a ce spread qui augmente, l'euro-dollar sera sous pression, comme on peut le constater ici. Bon, c'est pas très lisible parce que si je dézoome, on a ce problème de cotation sur TradingView, mais vous voyez que l'euro est en baisse. Alors, on va se focaliser que sur du coup l'italien et l'espagnol avec l'euro.
Voilà, donc on a les spreads en chandelier et on a l'euro qui est en bleu. Hausse des spreads, baisse de l'euro. Voilà, donc là les spreads, celui italien, non là on est sur l'espagnol ou on est sur l'italien pardon, à son plus haut depuis le 27 juin, 26-27 juin, vous voyez. Donc on a une résistance, on a une forte résistance autour de 3. Vous voyez, 3 ça a fait office de résistance, ce spread. Donc 300 points de base, plus haut du mois de mai. Finalement, c'était quand il y avait le pic des incertitudes en Italie. Rappelez-vous, ça faisait la une un petit peu des médias financiers. Donc là, on a une grosse résistance à 3. On a une marge de progression d'un point de vue technique. C'est possible de faire l'analyse technique sur ces spreads. Donc, hausse possible de ce spread jusqu'à 3. Donc, on a encore à peu près 40 points de base possible de hausse. Donc, l'euro a une perspective baissière tant que eh bien, la livre turque se déprécie. Et au vu de la volatilité, ça semble fortement possible que la pression continue sur l'euro. Vous voyez, livre turc, on est sur l'USD face à la livre turque. 6,5 hier. Bon, on a un rachat de position, c'est normal. Ça clôture un petit peu. Et là, vous voyez, si on se met sur du mensuel, la livre turque ne fait que se déprécier. Problème de trader la livre turque. Alors, d'un point de vue, si on se focus que sur analyse technique, c'est possible de, eh bien, finalement, de vendre la livre turque. Il n'y a pas d'autre scénario vraiment envisageable. Maintenant, là où on peut avoir des incertitudes, c'est ces pays, on va dire émergents. Ils n'ont pas, comment dire de problème à d'évaluer, à manipuler finalement leur monnaie. Le gouvernement n'a presque aucun problème à dévaluer ou à voilà manipuler le cours de leur monnaie, alors que la BCE, la Fed, vous voyez les économies développées, la RBA, la BOJ, ça se fait de façon plus conventionnelle et ça se prépare, etc. Donc il n'y a pas de risque de dévaluation monétaire du jour au lendemain sur la BCE. Alors oui, certes, par exemple la BCE va mettre en place des mesures pour stimuler, pour voilà faire baisser le cours de sa monnaie, mais elle ne va pas la dévaluer mécaniquement. Alors que demain, les économies émergentes et eh bien ont un risque comme celui-ci. Donc, par exemple, rentrer, c'est pour ça que vendre ou même trader, acheter ou vendre la livre turque, c'est risqué dans ce sens. C'est-à-dire qu'on ne sait on ne sait pas trop de quoi le lendemain sera fait. Et demain, si le gouvernement turc veut voilà inverser le cours, je dis pas que c'est facile, ça va être c'est facile à faire, mais disons qu'ils auraient, ils peuvent le faire. Même si on a en ce moment la livre turque qui est un petit peu dans une spirale de short sur voilà de vente finalement de la livre turque. Donc voilà, si on suit Canalys technique, on paye on paye l'USD Tree sur les pullbacks. Maintenant voilà, il y a un risque quand même de manipulation qui est assez importante. Donc voilà, c'est pas pour autant qu'il faut acheter la livre turque vu la tendance baissière, mais il faut être conscient que c'est risqué de trader la livre turque. Alors, je vais juste répondre à notre auditeur, notre cher auditeur Didier qui n'a toujours pas de son. Je vais lui dire que voilà, le problème vient de chez lui. Euh, donc voilà. Alors bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre, où on aurait pu suivre cette annonce sur le Financial Times. Alors Financial Times, alors je vais vous montrer l'annonce. Voilà, je vais aller dans mon historique.
Alors voici, vous avez juste ici, hein, vous allez sur la home page, vous voyez sur la page d'accueil du Financial Times, et vous avez le gros titre Turkish Lira plunge more than 10%. Bon, par contre Financial Times c'est en anglais, donc il faut savoir parler anglais. Et donc là vous avez l'article, vous avez juste à cliquer dessus, donc je vous envoie le lien, et voilà, vous aurez des informations. Voilà, donc du coup on a le yen, le dollar qui sont bullish, l'AUD alors bearish à cause du rapport de la RBA, le communiqué, hein, qui je vous rappelle prévoit une inflation plus faible que prévu à court terme. L'euro sous pression à cause du rapport de la BCE, enfin des inquiétudes de la BCE sur l'exposition de certaines banques. Donc à mon avis on va regarder BNP Paribas, mais à mon avis l'action est en baisse, de fortes chances. Vous voyez gap baissier, on est en baisse de 2,58% sur BNP, BBVA, nous sommes alors BBVA, euh, Santander en baisse de près de 2% et Unicredit baisse de 3,46%. Donc voilà le secteur bancaire sous pression, l'euro en baisse, sous 1,15. Alors du coup, est-ce que c'est un signal, un signal baissier important? La réponse c'est oui, mais ça peut très bien être également un bear trap. Étant donné que les incertitudes sur la livre turque pourraient diminuer, on va dire, lors des prochaines séances, et donc faire rebondir l'euro. Parce que par moment, la baisse de l'euro, finalement, elle est qu'alimentée par ces incertitudes. Si on n'avait pas eu ces incertitudes sur la zone euro, l'euro n'aurait probablement pas dépassé les 1,15. Alors c'est facile je suis d'accord de refaire un petit peu le monde, mais vous voyez que là, l'euro hier a clôturé au-dessus de 1,15 et n'a pas dépassé ce seuil-là. Donc là, finalement, on a un test. Peut-être qu'en fin de journée, on va finalement clôturer au-dessus. Si c'est le cas, alors les 1,15 auront été sauvegardés, et c'est le plus important. La clôture journalière, et qui est ce soir également la clôture hebdomadaire, si elle fait sous 1,15, ça sera un signal baissier pour la semaine prochaine. On ira très probablement chercher le S3 mensuel vers les 1,1350. Et finalement, on ira chercher l'objectif de ce triangle. L'objectif de ce triangle, c'est la hauteur qu'on reporte au breakout. Donc le breakout, vous voyez, c'est par ici à peu près. Donc on est sur du 1,1250 à peu près. Objectif théorique 1,1250, mais on aura un premier niveau de support majeur, hein, j'ai envie de dire, au S3 mensuel la semaine prochaine, si, je rappelle, l'euro-dollar clôture en dessous des 1,15 ce soir. Voilà, donc prudence. Prudence sur l'euro-dollar. Moi, je ne me précipiterai pas trop, hein, si j'étais vous, à shorter l'euro-dollar, parce que ça peut être en fait qu'une percée en intraday. Des incertitudes, un rachat de position, et on repart à la hausse. Donc, voilà, je ne serai pas trop, je ne me précipiterai pas trop sur le short euro-dollar. Le DXY, vous voyez, alors on va se mettre sur celui-ci, DXY. On teste les 95-95, donc les 96 finalement, on a eu une percée en intraday au-dessus des 96. On va chercher des niveaux de résistance. Comme vous savez, je vais mettre canal Donchamp à 12 périodes. Ce qui va nous permettre d'avoir les plus hauts, plus bas, finalement, annuels. Donc résistance ici. Bon, je pense qu'on a suffisamment de niveau de support de résistance. Je pense que c'est suffisant. Donc on va se mettre sur un an. Et là, donc vous voyez, prochaine résistance 96-94. 96-94, c'est la prochaine résistance de court terme pour le DXY.
Et voilà, tout simplement. Donc, pas vraiment bullish sur le DXY. A priori, vous voyez, la résistance a été dépassée. Maintenant, ce qui permettra de confirmer ces breakouts, c'est, je rappelle, la clôture journalière au-dessus du récent plus haut. Si on a une clôture au-dessus des 95,65, qui vous voyez le précédent plus haut, eh bien, ça serait un signal haussier. Attention au bull trap sur le dollar. Attention au bull trap sur le dollar. En tout cas, on a le yen qui, vous voyez, revient en haut de ce range. L'aversion au risque, hein, tout simplement. Aversion au risque, ça alimente le yen. Tous les paires en yen sont en baisse, comme vous pouvez le voir. Le yen, c'est la devise la plus haussière ce matin. AUD yen, euro yen sont les paires qui sont les plus volatiles ce matin. Le yen, toutefois, arrive sous résistance. Le yen index arrive sous résistance, donc on aura probablement un ralentissement de la baisse des paires en yen. Peut-être pas en retournement, mais en tout cas, on aura un ralentissement. Donc là, étant donné que le yen arrive sous résistance, il faut surveiller les paires en yen. Si on commence à avoir des signaux aussi sur les paires en yen, faut prendre ces bénéfices des positions short. Voilà. Donc je reviens sur la UD yen, étant donné que la UD yen c'est un petit peu la stratégie que je prône hein, ces dernières semaines. Alors qu'est-ce qu'on a sur la UD yen? On a un pseudo range. On a également, vous voyez, un petit triangle qui dure depuis à peu près 2 mois, sorti par le bas. On vient chercher le plus bas, le récent plus bas. Vous voyez là, on est à 80,95, on est finalement à un plus bas depuis la fin juin, et j'espère qu'on ira chercher, comme vous le savez, eh bien les 80 yens pour $1 australien. Alors vous commencez à connaître de toute façon l'objectif théorique, c'est la base du triangle. Si on reporte cette base au breakout, ça donne un objectif théorique vers les 78,50. Donc voilà, premier support, c'est le plus bas du mois de mars, le plus bas de l'année, hein, finalement à 80,50, puis 80, puis 68, puis 78,50. Voilà, donc baisse de la UD yen, baisse de toutes les paires en yen ce matin. L'euro yen, vous voyez, on a une nouvelle baisse. On vient chercher le S2 mensuel. Alors, plus on a un marché qui est volatile, plus il va falloir chercher des niveaux de support importants. Le S3 mensuel, c'est vraiment très rare qu'il soit cassé, même quand il y a de la volatilité. Donc, si on a un retour au S3 mensuel, autant vous dire que ça sera un prix, un niveau de support important pour l'euro. Regardez, je me mets donc, on est en mensuel, je vais afficher les anciennes périodes. Alors ça va être un petit peu compliqué à lire, je vous l'accorde. Il faut chercher du coup les traits uniquement pleins. Et vous voyez que les R1, les R3 ou les S3 sont rarement dépassés. Là on a un S3, dépassement, et le lendemain on a un rebond. S3 ici, dépassé. Alors S3. Ouais, c'est rarement testé les S3 ou les R3. C'est très très rare. C'est extrêmement rare. Et elle est ici R3. Vous voyez, ce mois de novembre 2016, R3. Et là, finalement, on avait une forte zone de... Finalement, même ici, ça n'a pas fait office de résistance. Bon, donc ici, c'est un mauvais exemple. Voilà, ici, vous l'avez. Un S3 qui est ici. Donc S3, une petite consolidation. Vous voyez, c'est pas au pips près le rebond. Hein. Quoique ici, vous voyez, ce jour-là, le 14 juin, on avait une clôture de position et très probablement quelques positions acheteuses qui ont été mises en place. On a eu un rebond de court terme, la consolidation et la nouvelle baisse. Voilà, donc tout ça pour dire que si on les supports des pivots, enfin les pivots de toute façon mensuels sont des niveaux importants, mais plus on va avoir un marché qui est volatile, plus il va falloir chercher des niveaux de support ou de résistance éloignés, comme les S3, le S3 ou le R3. Là en l'occurrence, vous voyez S2,
ce matin, donc on va très probablement avoir quelques prises de bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un retournement, ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'achat, mais là, vous voyez que l'euro arrive sur support. Et si on se met sur du 1 heure, là on a encore un RSI horaire qui est bien en baisse, qui est en dessous de 30, donc puissant momentum bearish, c'est vraiment baissier pour l'euro. Là, on va encore, à mon avis, l'euro-yen va encore diminuer. Vous voyez, survendu sur du horaire, survendu sur du 4 heures, presque survendu dorénavant sur du journalier, donc puissant momentum baissier sur l'euro-yen. La UD-yen, je reviens rapidement, mais vous voyez, 34 pour le RSI journalier. En 4 heures, on doit être sous 30 à mon avis. 21. En horaire, on est à 16. Donc vraiment puissant momentum baissier sur les paires en yen. Si je me mets sur l'USD yen, c'est quasiment pareil. Quoique, vous voyez, même l'USD yen est à 39, c'est-à-dire que l'USD est sous pression. Donc d'ailleurs, il teste ce matin les 110, vous voyez, son plus bas de la semaine à 110,66. 110,66. Alors je reviens. Oula, alors beaucoup de questions. Euro-dollar à 1,14, ça faisait un moment qu'il n'était pas venu à ce niveau de prix. Oui, c'est vrai que ça faisait un moment. Alors l'euro-dollar, je pense, il a des fortes chances de venir chercher les 1,1350. Je pense que les 1,1350, c'est pas, c'est comment dire, c'est fort, c'est possible qu'on arrive à ce niveau de prix. Ça va beaucoup dépendre de l'inflation américaine qui sera publiée cet après-midi. Si on a une accélération de l'inflation, ça va enfoncer le clou. Donc on ira très probablement chercher les 1,14 cet après-midi si on a une accélération de l'inflation corps. Le GBP USD, pareil, c'est en baisse, hein. On est à 1,27. S3 hebdomadaire, S2 mensuel, vous voyez, prochaine zone de support, c'est les 1,2740. Donc voilà, c'est dans cette optique qu'il faut trader, je pense. L'USD CHF, pas grand chose à dire, vous voyez, c'est une consolidation. On va se mettre sur du 4 heures. Vous voyez, c'est globalement une consolidation. J'observe une divergence baissière sur l'euro CHF en hebdo, votre avis? Alors moi j'observe une épaule tête-épaule sur l'hebdomadaire. Sur l'hebdomadaire, ah, on casse les 1,15. Alors du coup ça confirme l'épaule tête-épaule, là pour le coup. Alors je vais enlever. Voilà, je vais afficher que le dernier point pivot mensuel. Et donc vous voyez, épaule, tête, épaule. On a la div baissière, le RSI qui passe sous 50. L'objectif théorique de cette épaule tête-épaule, c'est finalement qu'on a cherché les indices. Vous voyez l'épaule 1,20, la ligne de coup 1,15, ça fait 500 pips. 500 pips moins 1,15, et bien ça fait 1,10 tout simplement. Donc là on va chercher théoriquement les indices pour l'euro CHF. Alors on va tenter de trouver des niveaux de support, résistance intermédiaire. Moi j'ai trouvé les 1,12 avec les canaux Donchamp, 12 périodes sur le graphique mensuel, vous savez les plus hauts plus bas d'un an. Donc moi le prochain niveau de support mensuel que je constate, c'est les 1,12. On a un S3 mensuel qui est à 1,13. Donc 1,13,20 à surveiller, 1,12, puis 1,10. Voilà, donc l'euro CHF, c'est clairement baissier. C'est baissier. Donc voilà, l'euro dollar, donc je répète, baisse. Vous voyez que d'ailleurs l'euro dollar en journalier, on est sur un seuil très important parce que si on devait retenir qu'un seuil, ça serait, alors je vais le mettre en noir, ce serait celui-ci. Vous voyez, on a l'orange, et là on a l'épaule, tête, une pseudo-épaule, quoique on n'a pas un très fort rebond, mais si on se met en journalier, on devrait le voir quand même. Voilà, épaule, tête, pseudo-épaule. Et donc là, vous voyez que l'objectif peut être baissier également de, là pour le coup, ça va être du 1000 pips, hein. Donc c'est retour à 1,05. Si on a une clôture hebdomadaire sous cette ligne de coup, on pourrait clairement avoir un signal baissier important. D'autant plus qu'on a une belle divergence baissière qui accompagne le tout. Et c'est dommage qu'on n'a pas des volumes sur le Forex.
C'est que sur le Forex, il n'y a pas de volume. Donc du coup, on peut pas avoir les volumes. Mais normalement, dans une épaule tête épaule, on a des volumes qui sont en baisse au fur et à mesure que la configuration se réalise. Et dès qu'on a le breakout, on a une hausse des volumes. Un moyen d'estimer la hausse ou la baisse des volumes, c'est de voir la volatilité. En général, quand il y a de la volatilité, il y a une hausse des volumes. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais voilà, on sait que la volatilité est généralement réalisée par une hausse des volumes. Et là, vous voyez que les chandeliers sont de plus en plus importants. Si on se met avec un ATR ou même bande de Bollinger, alors on va mettre juste pourcentage bande de Bollinger, c'est pour voir le dilatement. Et là, vous voyez, la bande de Bollinger s'écarte à nouveau. Elle s'écarte, donc ça veut dire qu'il y a une hausse de la volatilité. Une hausse de la volatilité. Donc c'est pour ça que la clôture hebdomadaire sera extrêmement importante. Parce que si on clôture soit un 15, eh bien on valide tout simplement cette configuration de chartiste qui est baissière. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif théorique de la sortie par le bas du triangle dans lequel l'euro-dollar a évolué pendant un bon mois, eh bien c'est un 13,50. C'est l'objectif baissier théorique. Alors Hubert qui me dit bonjour Valentin, alors bonjour Hubert, j'étais positionné short sur Eurodol, GBP, or, AUD, dollar, bah écoutez c'est parfait, hein. C'est parfait. Pour le moment on n'a pas de retournement du Dixie, donc tant qu'il n'y a pas de retournement du Dixie, honnêtement vous pouvez très bien garder vos positions short, hein. Pour ceux qui sont vos positions achat sur le dollar. Pour ceux qui sont à l'achat sur le dollar, honnêtement vous pouvez clairement garder les positions acheteuses. Même si on est à un nouveau plus haut, voilà, on a pour le moment, vous voyez, on a une reprise du momentum. Voilà, c'est haussier. L'euro, il est, oui, je pense, parti pour aller chercher, donc, comme je l'ai dit, les 1,1350 la semaine prochaine. La clôture hebdomadaire sous 1,15 serait un moyen de renforcer ce scénario baissier. Le GBP-USD, moi, le prochain niveau de support majeur que je constate, eh bien c'est ni plus ni moins que S3 mensuel qui correspond au seuil psychologique des 1,25. Donc on aura très probablement cherché les 1,25 sur le GBP-USD. L'AUD plus bas annuel. On casse les 61,8, vous voyez, on teste même les 61,8% de retracement de cette tendance, ce qui ouvrirait la voie à 100%. À 100% de retracement de cette tendance haussière de l'AUD USD. Donc finalement, d'un point de vue, enfin, pour les objectifs intermédiaires, ça serait baisse de l'AUD jusqu'à 0,7164, voire même plus bas. Alors, est-ce que mon scénario de baisse du dollar à moyen terme est à la trappe? Non, pas du tout. Simplement, pour le moment, on n'a plus de signaux baissiers pour le dollar. Mais encore une fois, on a cette probabilité de hausse des taux de la Fed qui augmente de plus en plus, et plus elle augmente, plus il y a de chances par la suite que ça présente un risque baissier pour le dollar. Donc on va probablement avoir finalement un mois d'août plutôt haussier pour le dollar, et au fur et à mesure on va s'approcher de la hausse des taux du mois de septembre, eh bien le dollar va être de plus en plus sous pression. Voilà, je passe sur le gold. Le gold 1200, hein. Voilà, c'est comme je l'ai dit l'objectif enfin c'était ma prévision, voilà, de court terme. Donc on va chercher les 1200 $ pour l'or. Voilà, vous voyez, on teste un niveau de support très très important parce que ça correspond, vous voyez, à ce rebond ici, un rebond pareil en juillet 2017. Donc là on arrive sur un niveau de support très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite payer l'or. On attend avant tout un rebond du prix pour payer, pour acheter n'importe quel actif. Pour acheter n'importe quel actif, on attend un rebond, ou en tout cas des signaux haussiers. Pour le moment, à part la divergence qu'on a, on n'a aucun autre signal bullish. Donc on attend davantage de signaux pour passer à l'achat sur l'or, et en attendant on voit que la tendance est baissière, donc autant se positionner dans le sens de la tendance. Brut Brent sous pression, les matières premières qui sont sous pression étant donné qu'elles sont cotées en dollars qui est particulièrement bullish ce matin, vous voyez, pour l'indice dollar, le DXY, c'est un indice, hein, je rappelle, en hausse de 0,44%, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. D'autant plus qu'hier, on avait une hausse de 0,60. Donc voilà, hausse du dollar, ça fait forcément pression sur le cours des matières premières. Là, le brut teste ce matin sa moyenne mobile à 200 périodes, 200 jours même. Donc ce sera un puissant signal, un puissant support et un puissant signal vendeur si on a un franchissement de ce support. Donc là, c'est possible même d'acheter le pétrole, parce que d'un point de vue ratio, ratio risque-rendement, eh bien il est techniquement plus haussier que baissier. Cette moyenne mobile, je vous rappelle, c'est un niveau très important pour le prix. Donc plus que le Brent coïncide également avec le brut, c'est-à-dire qu'il teste lui aussi sa moyenne mobile à 200 jours ce matin. Donc on va très probablement avoir un rebond sur le pétrole. Le gaz qui revient vers 3 $. Gaz qui revient vers 3 $. Voilà, rien à dire. Cuivre sous pression, vous voyez ce matin. Toutes les matières premières sont sous pression. Déjà en raison des tensions commerciales, mais ça c'est la tendance de fond. Mais dans un second temps, parce qu'on a une hausse du dollar. Et la hausse du dollar fait pression sur les matières premières. Et au niveau des indices, bien vous voyez, c'est l'aversion pour le risque. C'est pas parce qu'on a une baisse de l'euro qu'on a forcément une hausse des indices européens. Je vous l'ai expliqué hier. Dès qu'on a ces spreads qui augmentent, spread italien, vous voyez, plus 2,79%, plus 7 points de base. Donc quand on a un spread comme ça qui va augmenter, eh bien on va avoir l'euro et les actifs de la zone euro globalement qui sont sous pression. Si vous regardez l'allemand, l'allemand il est vendu. Pourquoi l'allemand il est vendu. Pourquoi l'allemand est baissier? Parce qu'en fait le Bund est acheté. Le Bund c'est une devise, c'est une valeur refuge et finalement c'est pour ça que le spread se creuse. On a d'un côté le marché en fait qui va vendre les obligations des pays d'Europe du Sud et même finalement le français lorsqu'il y a énormément d'incertitudes en zone euro, comme ce qu'on a ce matin, avec BNP qui est touché. BNP, c'est la première banque de France, c'est la deuxième plus grosse banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière, après Santander. Donc, donc voilà, là celui français est également en baisse, je suppose. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez, ah, il est en baisse. C'est-à-dire qu'il est que le OAT est acheté. C'est-à-dire que le OAT est acheté et donc du coup ce n'est que, vous voyez les en fait c'est principalement l'italien. C'est que l'italien qui en fait absorbe, qui est vendu ce matin encore, alors que le français ne l'est pas. Donc voilà, en tout cas, ça suffit pour faire pression sur l'euro. Dès que ce spread augmente, c'est baissier pour l'euro et pour les indices de la zone euro. Voilà, donc baisse, ouverture avec un gap baissier. Ouverture avec un gap baissier. En 4 heures, on vient sur un niveau de support très important. C'est la moyenne mobile à 200 périodes. C'est le plus bas depuis le début du mois. C'est le bas de ce canal. C'est le S1 hebdomadaire. Donc vous voyez, là on a et c'est les 5450. Donc c'est quand même un seuil psychologique. Donc là on devrait avoir quand même un niveau attractif en termes de prix. D'ailleurs si on regarde les volumes par prix, je suppose que c'est l'un des prix où voilà qui est le plus important. C'est pas le plus important, mais vous voyez qu'on a pas mal de prix on a pas mal de volume vers ce niveau de prix qui correspond à 5450. Là si je me mets en horaire, fort volume à 5417, c'est-à-dire qu'on aura un niveau de support très important. Et là, vous voyez, on a un petit pic à 5450. Donc la prochaine résistance majeure, 5420. 5420 à peu près. Voilà, et résistance, comme vous pouvez le voir, à 5500. 5500 la résistance. Si on a une sortie par le bas de ce canal, il y sera un signal baissier. Est-ce qu'on aura la sortie par le bas? Quel est le plan de trading pour la journée sur le CAC? Bien écoutez, plutôt un achat à 5450, bien qu'on ait de l'aversion pour le risque. On pourrait avoir quelques positions acheteuses. Maintenant, je suis pas très certain vu que le pétrole est en baisse quand même. Pétrole en baisse, marché obligataire payé, donc rendement en baisse,
pétrole en baisse, les spreads des obligations de la zone euro entre les différents pays qu'augmentent. Donc voilà, tout cela, finalement il n'y a aucun facteur qui justifierait un achat, mis à part d'un point de vue technique, puisque le CAC est à court terme sur un support. Donc voilà, CAC 40 sur support. Si on a un breakout, on vient chercher les 5420 qui, comme je vous l'ai dit, est un autre niveau de support important. Et voilà. Et le potentiel haussier, il se fait. Alors en intraday, on n'ira très probablement pas chercher les plus hauts d'hier, étant donné que voilà, on a de l'aversion pour risque et il y a quand même près de, vous voyez, 0,60% par rapport à la veille. Donc on n'ira très probablement pas faire du plus 0,60% sur le CAC 40. D'ailleurs, il clôturera en négatif. Peut-être qu'on peut avoir un rachat de position jusqu'à 5470. Alors j'ai des questions sur l'euro, je vais revenir juste après mon analyse sur le DAX. DAX 4 heures. Alors DAX 4 heures, volume important ici, c'est-à-dire qu'on a... alors dès que les volumes sont en dessous du prix, c'est-à-dire que c'est un niveau de support. Dès que les volumes sont au-dessus du prix, c'est-à-dire que c'est un niveau de résistance. Donc 12 750, niveau de résistance. 12 568, donc le prix actuel, niveau de support. Alors là, pourquoi je suis sur du 6 heures, je ne sais pas. 4 heures. Ouais, donc résistance ici. Support au prix actuel. Voilà, le niveau actuel, c'est un niveau de support. En horaire, ouais, niveau de support, c'est le plus bas finalement vous voyez, du jeudi 2 août. Si on trace une oblique, vous voyez cette zone à 12 535 peut être un niveau de support assez intéressant. Si on a le breakout de ce niveau de prix, on vient chercher les 12 500 finalement. On vient chercher les 12 500 qui correspondent au plus bas du mois, au plus bas du 20 juillet, vous voyez ce niveau-là. Alors l'euro, je reviens parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur l'euro. Si hausse de taux pour le dollar en septembre, est-ce que le marché va anticiper cette hausse des taux et donc faire descendre le DXY mi-août ou début septembre selon vous? Alors c'est exactement le scénario que je privilégie, Franck. La hausse des taux pour le mois de septembre est déjà pricée à plus de 95%. Ce que le marché price dorénavant, c'est la deuxième hausse des taux, celle de décembre. Pour moi, la probabilité est aux alentours des 80%. Donc vous voyez que la probabilité augmente de plus en plus, elle augmente même fortement ces dernières séances, et plus elle va tendre vers 100%, moins il y aura de chances qu'il y aura des surprises positives du marché pour les prochains meetings de la Fed. Parce que ça m'étonnerait, enfin c'est possible, mais les analystes, et pour le moment ils ont plutôt bon sur la Fed depuis plusieurs mois, ils n'anticipent pas un rythme de taux aussi soutenu l'année prochaine. Donc voilà, est-ce qu'on aura 2? Est-ce qu'on aura 3 hausses des taux l'année prochaine? Eh bien, on devrait avoir des premières indications en septembre. Et vraiment, là où la spéculation va vraiment être importante sur le rythme de hausse des taux l'année prochaine, ça sera en décembre. Mais donc voilà, je pense que le marché est en train d'intégrer les deux hausses des taux de la Fed. On voit que la probabilité augmente, mais n'est pas encore à 95% pour les deux hausses des taux, c'est-à-dire en septembre et en décembre. Donc on a encore une petite marge de progression pour le dollar, mais finalement, plus cette probabilité va être élevée, et plus ensuite, et moins il y aura de chances que le marché soit surpris positivement. Et donc, qu'il y a un risque baissier. Donc oui, je pense que fin août, début septembre, à voir où en est la probabilité pour la seconde hausse des taux en décembre, mais je pense qu'il y aura des fortes chances que le dollar ait fait un sommet. Voilà, à part si par exemple cet après-midi on a l'IPC Core, imaginez que l'IPC Core monte à 2,5%, là l'eurodoll il vient tester les 1,1350 dans la journée. Si on case un 13,50 haut d'un range weekly, on va avoir du dégât baisse. Alors, hebdo, sur hebdomadaire, là on teste, vous voyez, 50%, un 14,50, 50% de retracement de cette tendance. Et donc en weekly, un 13,50,
Alors un 13,50, oui, je dirais même en fait 1,14. Hein. Regardez 1,14. 1,14 ici. Donc la clôture hebdomadaire sera très importante. En fait, c'est la zone 1,14, vous voyez 1,14,50 finalement même. C'est 50% qui sont particulièrement importants. Si on met un 14,5, si on met un 14,5, on voit que les prix de clôture sont contenus. On voit que les prix de clôture sont contenus, donc il faut vraiment qu'on surveille les prix de clôture de l'euro-dollar, parce qu'on voit bien qu'un 14,50 c'est un niveau de support très important, et que si finalement on a le breakout sous les 1,1450, eh bien c'est un signal baissier. On va chercher déjà les 1,1187, puis les 1,10 et peut-être les 1,05. Ça me semble peu probable, mais ça reste possible. Ça reste vraiment possible. C'est l'analyse technique avant tout qui est le plus important. Voilà, donc là on a un niveau de support très important que le cours est en train de tester aujourd'hui. Et si on a la clôture hebdomadaire vraiment sous ce seuil, pas d'un ou deux pips, hein, je parle bien vraiment d'une clôture sous ce seuil, ça sera un puissant signal baissier. Vous voyez d'ailleurs la moyenne mobile à 200 semaines, donc autant vous dire que c'est un niveau de support très 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 important, et bien est à, alors il y a tellement de niveaux de support résistance que je ne vois pas, mais c'est à peu près, vous voyez, au S3 mensuel qui est à 1,13. Alors pivot mensuel, non. On va chercher le S3 mensuel, vous voyez, 1,1361. Donc 1,1450, vous voyez, cette zone. Si on a une clôture sous ce seuil, ça sera un signal baissier jusqu'à 1,1361. Donc voilà. Et 1,1361 sera le prochain support majeur. Et qui correspond également, je rappelle, à l'objectif du triangle. Triangle journalier qui a été dépassé. Donc voilà, S3 mensuel, prochain niveau de support majeur après les 1,1450. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à rajouter. À surveiller la livre turque. À surveiller la livre turque. La volatilité devrait être encore assez importante sur la livre turque et donc potentiellement l'impact sur l'euro. Il y a le ministre de l'économie turc, il me semble qu'il doit s'exprimer ce matin, qui doit présenter son nouveau plan pour l'économie turque. A priori, donc ça pourrait changer la perspective du marché, mais bon, restons prudents. La livre turque est depuis des années dans une tendance baissière. Donc voilà. Ce qu'il faut juste, c'est que la volatilité diminue. Si la volatilité diminue sur la livre turque, on devrait avoir un euro qui serait beaucoup moins impacté. Peut-on voir l'euro NZD, nous dit Frédéric. Alors bien évidemment, l'euro NZD. Alors l'euro NZD, on est en journalier. Alors belle hausse sur l'euro NZD, on est au plus haut de l'année, comme vous pouvez le constater. On va probablement sortir par le dessus, même si l'euro pour le moment n'est pas vraiment haussier, vous voyez, comme devise. Si on regarde notre euro index, vous voyez qu'on est en phase de respiration depuis pas mal de séances maintenant. On est depuis 2 semaines, il me semble, en baisse. 2 ou 3 semaines. Vous voyez, ça fait 2 semaines, on fait la 3e semaine consécutive de baisse. Donc l'euro est dans une tendance baissière, mais le NZD encore plus. Si on se met en weekly, vous voyez, c'est vraiment les tensions commerciales qui font pression sur le NZD, sur l'AUD, et par conséquent, voilà, on a une belle baisse. Ça fait mécaniquement remonter toutes les paires cotées en dollars néo-zélandais ou en AUD. C'est pour ça que finalement le NZD et l'AUD sont deux devises assez, on va dire, entre guillemets, faciles à shorter. Alors faut pas les shorter avec des effets levier de 100, je vous dis pas non plus d'en abuser, mais dans ce contexte de guerre commerciale, on a l'AUD et le NZD qui sont particulièrement exposés. D'ailleurs, vous voyez, on a une belle oblique ici. On a même un triangle ouvert, c'est extrêmement rare. Voilà. Donc, NZD, ça se short face au yen, comme vous le savez. Tout comme l'AUD face au yen. Voilà donc pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Stratégie du jour,
aversion pour risque, donc achat yen, hein, comme vous le savez. Le yen peut continuer à s'acheter. Le dollar, on va dire à très court terme également. Et voilà, donc l'eurodoll, par exemple, ça peut être une bonne stratégie de vendre les pullbacks jusqu'à un 14,50 pour du court terme. Je parle bien du très court terme. Alors bonjour, en haut de l'écran, je lis Pro Real Time démo. On peut avoir cette plateforme si on ouvre un compte démo. Oui, oui, il me semble. Hein. Il me semble que c'est totalement possible. Après, bon, moi, comme vous le savez, étant donné que je travaille chez IG, j'ai accès à toutes les fonctionnalités live, comme les actions, voilà, pas mal d'actifs. Il me semble sur un compte démo, vous avez accès à Pro Real Time. Il vous suffit d'activer sur votre compte IG. Mais par contre, vous n'avez pas accès aux actions. Aux actions comme voilà BNP ou voilà plus de 8000 actions. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, j'en ai fini. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Attention à l'IPC-US qui est le prochain facteur catalyseur majeur pour les marchés. Ça pourrait accentuer la baisse du dollar ou au contraire provoquer, accentuer la hausse du dollar ou à l'inverse provoquer un repli. Donc voilà, à suivre de très près cette IPC-US. Et écoutez, excellente journée à vous, excellent week-end, et je vous dis à lundi pour mon prochain point de marché.